Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning again. Bonjour à tous. Monsieur le témoin, vous allez bien? Tout va bien? Tout va bien? Donc nous allons poursuivre l'interrogatoire. Je donne donc la parole à monsieur le procureur, monsieur MacDonald. Alors, monsieur le témoin, nous allons continuer. On s'est laissé sur la question de la LMP et du RHDP. Oui. Je vais... nous allons arrêter ici sur cette question. Nous allons y revenir tout à l'heure, mais je vais passer à un autre sujet en revenant en arrière. Pardon, je veux revenir à la tentative de coup d'État de 2002. Alors, pour ce faire, je vais appeler la pièce 006 0038. On peut l'appeler... est-ce qu'on peut marquer ou... Est-ce que le témoin peut faire des annotations sur une carte? Oui, tout à fait. Très bien. Dans ce cas, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler la pièce CIV OTP 0002-1076. Il s'agit de la pièce qui a fait les fameuses admissions que mon collègue, dans son courriel, avait fait allusion. L'annexe A d'une carte admise. Si on pouvait, c'est public. Monsieur le témoin, je vais vous montrer une carte de Côte d'Ivoire. Vous avez parlé tout à l'heure de la tentative de coup d'État ça a séparé le nord du sud. Je vais vous demander de répéter l'exercice que vous aviez fait déjà lors de votre premier entretien et de tracer cette ligne qui sépare le nord du sud. Et nous allons revenir sur certaines régions qui étaient au nord et d'autres qui étaient au sud. D'accord? Avec ça ou bien avec ça? Avec ça. Avec ça. Alors, je vais demander peut-être à Madame le greffier, de... est-ce qu'il est possible d'agrandir la carte pour que tous et chacun on voit un peu mieux? Très bien. Si on pouvait la monter un petit peu vers le haut. Non, le haut. Voilà. Parfait. Alors, monsieur le témoin, tracez-nous une ligne à l'aide d'un crayon que vous avez devant vous. C'est électronique, c'est numérique, pardon, et vous pouvez l'indiquer. Je crois que ça va être en rouge. Tracez la ligne. Je comprends que cette ligne peut-être a été déplacée avec les années. Elle s'est déplacée légèrement, mais en 2002, suite au coup d'État ou la tentative de coup d'État du 19 septembre 2002, tracez-nous la ligne et la partie qui était donc au nord et celle qui était au sud, s'il vous plaît.
Je crois bien. D'accord. Alors allons-y peut-être par département. Alors, Oui. si on prend complètement à gauche, on voit Danané. Est-ce que Ça, ça... c'est Oui. l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et donc ça se trouvait en zone nord? L'ouest nord. Comment on appelait cette zone avec le temps? Comment c'était là? ONC. NCO. Attends. Prenez votre temps. Donne-moi, je vais voir. Alors le témoin prend une feuille de papier qui est vierge, prend un crayon pour écrire, Monsieur le Président, juste pour les fins d'enregistrement. ONC. CON, je crois, si je ne me trompe pas. Donc centre, C c'est pourquoi? Centre, Mhm. N pour nord et O pour ouest. Non, je crois que ça aide à mettre de position là-bas. D'accord. Alors écoutez, continuons. Il y a la région donc à l'ouest, vous dites de Danané. Maintenant, la ville de Mans était-elle au nord ou au sud? C'est toujours à l'ouest. OK, mais est-ce que c'était en zone nord ou en zone sud? C'était... C'est considéré à l'ouest, donc c'était au nord. Oui, si vous voulez que c'était devenu la zone rébellion. Vavois, C'est aussi si tu veux, au centre-ouest, Mankono, au centre-nord, Bouaké. au centre-nord. Et donc, vous avez d'autres villes et d'autres régions à l'est qu'on voit ici sur la carte, n'est-ce pas? Mhm. Dabakala Vous avez Dabakala, et Bouna. vous avez aussi Tanda. Oui, Tanda. Mhm. Tanda, est-ce que vous considériez en zone nord ou en zone sud? Sud. C'était en zone sud. Mhm. Mais je veux juste regarder la ligne rouge que vous avez tracée. Là. Oui. Si vous regardez sur la carte, Mhm. Tanda, Tanda, ici, pardon, excusez, Tanda, à l'est. oui. Vous indiquez la ligne rouge. Toutes les lignes que je vous ai indiquées, ça, c'est les lignes où il y avait la rébellion. C'est ce que je vous ai indiqué. C'est ce que vous avez voulu savoir. Oui, Voilà. très bien. Your Honors, I'd like this to be submitted. J'aimerais donc demander le versement au dossier de cette pièce, mais je ne sais pas vraiment comment m'y prendre. Le président... Mais vous reposez sans cesse la même question. Ça y est, c'est présenté puisque ça a été annoté. On considère que le document, le versement est demandé. La greffière d'audience, le document donc est admis sous la cote CIV REG 001-0001. Monsieur McDonald, c'est ce que je demandais, désolé. La zone rébellion, c'est CNO. Est-ce que vous savez, ça tient à quoi ça, CNO, ce que ça veut dire? Vous pouvez regarder dans ma déposition, ça est dedans. Mais je vous demande, Non, je ne peux pas me souvenir. est-ce que c'est contesté de la part des collègues que la signification de CNO pour accélérer les choses? No objection. Pas d'objection du maître O'Shea. Le président maître Knoops? In our view, the witness did. Maître Knoops, de notre avis, le témoin n'a pas donné la signification du CNO. Monsieur McDonald, oui, enfin, ce n'est pas vraiment ce qui nous gêne. Maître Knoops, parce qu'il n'a pas d'objection. Monsieur McDonald, le nom complet.
Mais M. Magdalene n'a jamais donné le nom complet. Monsieur le Président, nous avons une objection quant à la ligne qui a été tracée. Non, That's not the question. That's not the... Le Président, mais ce n'est pas du tout la question. l'acronyme CNO, indépendamment des réponses du témoin, est-ce que les parties sont prêtes à ce que j'informe la Chambre ce que veut dire CNO, qui est une abréviation de quoi? C'est ce que je veux mentionner à la Chambre, tout simplement. Apologies, no objection. Maître Coops, pas d'objection dans ce cas-là. Madame Massy, il n'y a pas d'objection non plus. Le Président, très bien. J'aimerais qu'on discute un peu, Monsieur le témoin. Quel fut l'impact de cette séparation, de cette tentative de coup d'État de 2002? Alors, quel a été l'impact et la conséquence de cette séparation aussi entre le Nord et le Sud? Alors, ma question peut sembler très large. Effectivement, elle l'est. Alors, je vous donne le plancher. Vous voulez savoir qu'est-ce que ça a engendré à la Côte d'Ivoire? Ça, c'est ce que vous voulez savoir. Ça a engendré la misère, la mort et trop de problèmes. C'est ce que ça a engendré à la Côte d'Ivoire. Des gens qui ont pris des armes pour venir faire un coup d'État. Ils ont échoué leur coup d'État et ils prennent le pays, ils divisent ça en moitié. Et dans ce temps, à l'époque, dans ce nord de ce pays, vous avez des cadres, des hauts fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire qui venaient de différentes régions de la Côte d'Ivoire, qui étaient en service dans cette zone de la rébellion. Et comme vous voulez savoir, il y a eu trop de choses qui sont passées. Surtout, il y avait la chasse aux professeurs, aux enseignants de l'école primaire, puisque le président Gbagbo était un professeur, donc on estime que tout cela était pour lui. Il y a d'autres qui ont réussi à fuir, il y a d'autres qui n'ont pas réussi à fuir, qui ont été tués. Moi, je vous donne un exemple. À l'époque de ce coup d'État, se trouvait ma famille à Makono, ma femme et ma fille qui avaient 4 ans ou 5 ans, je crois, avec un autre garçon de 6 ans. Ils ont été obligés de fuir la ville de Makono parce qu'il était annoncé que le lendemain, les rebelles devaient venir prendre la ville de Makono. Ils ont fui la ville de Makono avec des gendarmes qui se sont mis en civil, des assistants de professeurs. Ils ont marché 72 km à pied dans la brousse pour rejoindre la zone de confiance qui est zone-là. C'est là que je suis allé les chercher. Parce que vous m'avez demandé qu'est-ce que ça a engendré, c'est ce que je vous ai dit. Je ne voudrais pas aller trop loin. Quand je vous dis ça a engendré la misère et la mort et la destruction, ça veut dire tout. Une guerre n'engendre rien de bon. Une guerre engendre la misère, la mort, la souffrance. Et c'est pour cela que je tiens toujours à le dire, et je le dis haut et fort, que la guerre n'est pas une bonne chose. Il faut utiliser toutes sortes de méthodes, ne pas arriver à une guerre, parce que la guerre n'est pas contrôlée. Plus personne n'est contrôlé. Tout le monde devient maître, et tout le monde fait ce qu'il a envie de faire. Ça engendre les règlements de compte, ça engendre beaucoup de choses. C'est pour cela que dans la vie, il faut savoir prendre des décisions au moment opportun pour éviter ce genre de choses. C'est important pour une nation, pour la République. Merci, monsieur le procureur. Où étiez-vous au moment de la séparation du pays?
j'étais à Abidjan. Sur la vie collective à ce moment-là, que se passe-t-il? Quelle est la réaction du gouvernement Gbagbo à ce moment-là? Bon, vous savez, la réaction du gouvernement, ce n'est pas la réaction du gouvernement qui était importante ce jour. Ce jour, il fallait contrôler les Ivoiriens parce qu'il y avait une sorte de révolte et des gens ne pouvaient pas accepter que les pays soient attaqués. C'est-à-dire, nous, on ne pouvait pas accepter. Nous ne pouvons pas accepter que notre pays soit attaqué. Et nous, on a su où est venue cette rébellion. Donc, les gens cherchaient à aller défendre la Côte d'Ivoire. Les gens cherchaient à aller même à Bouaké pour faire ce combat. Le président Gbagbo n'était pas en Côte d'Ivoire. Il était en Italie. Quand il est arrivé, il a vu la gravité de la chose. Et je crois bien, si j'ai un bon mémoire, c'est là qu'il a fait appel à l'ONU pour venir intervenir et à la LICON d'intervenir pour mettre fin à ça. C'est comme ça qu'il y a eu la zone de confiance. Mais hélas, il a fait appel à ceux plus tard qui devaient lui régler son compte. À votre connaissance, où se trouvait M. Charles Blé Goudet? Là, je ne peux pas répondre parce qu'à ce temps-là, on n'avait pas de lien. Mais je ne pense pas qu'il était à Abidjan. Il n'était pas en Côte d'Ivoire. Il ne se trouvait pas en Côte d'Ivoire. Je crois bien. Il est là. Je ne peux pas vous confirmer, mais je crois à ma connaissance, il n'était pas en Côte d'Ivoire. De me reculer. Compliqué. Vous êtes toujours trop proche de la microphone. C'est une question d'habitude. Je comprends. Ça va venir. Je vais m'arranger pour vous. Non, ça va venir un peu. On dit comme ça. Ok. C'est une Je question. reste tranquille comme ça. Un peu. Monsieur le procureur, veuillez m'excuser. Monsieur le président, veuillez m'excuser. C'est une question d'habitude. Nous, quand on parle au micro, on met le micro plus proche. Veuillez m'excuser. Je crois qu'avec le temps, on va s'habituer. À ce moment-là, suite à la séparation du pays, je comprends qu'il y a eu une série de négociations qui ont eu lieu pour tenter de trouver une solution. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? D'abord, comme vous l'avez dit, le président Gbagbo a toujours voulu négocier pour le bien-être même de la Côte d'Ivoire et pour les intérêts même des Ivoiriens. C'est ainsi la France est intervenue comme arbitre dans la crise ivoirienne, malgré qu'elle-même elle était le père fondateur de la crise. Elle était l'arbitre. Et c'est ainsi il y a eu le cas de Marcoussi, de 1, Marcoussi 2, où ça n'a rien abouti. Après, on allait au Ghana, on allait en Afrique du Sud plusieurs fois. Ça n'a pas... Le président a eu l'idée sage, l'intelligence, de penser que la solution pouvait être réglée au Burkina, puisque le problème venait du Burkina. C'est ainsi, je crois, qu'il envoie en mission le ministre Tagro et quelqu'un pour aller discuter. Et c'est comme ça qu'il y a eu le dialogue du Burkina. Et dans ce dialogue, il y a eu beaucoup d'accords qui a permis d'arrêter le combat, qui a permis d'ouvrir la ligne de confiance. Ceux du Nord peuvent venir vers Abidjan, ceux d'Abidjan peuvent aller vers là-bas, et tout le monde pouvait circuler librement, tout ça avec confiance. Et je crois que dans ça, il y a eu plusieurs accords. Il y a eu l'accord de désarmement, il y a eu l'accord où il faut aller aux élections, il faut donner la date. Et dans ce même accord, où on avait exigé au président de nommer Soro Guillaume comme Premier ministre de la Côte d'Ivoire.
Et le président a accepté tout ça. Je crois que pour l'intérêt même de la Côte d'Ivoire. De Ouaga, L'accord de Ouagadougou oui. de Ça a été- 2007. Voilà, ça a été le meilleur Ouaga. Pour rappel, il y a des admissions aux entrées 96 à 109 au sujet des différents accords ainsi que leurs dates. Donc, j'aimerais peut-être qu'on revienne sur l'un de ces premiers accords, car avant, je crois qu'il y a peut-être eu Accra 1 de mémoire, Lina Marcoussis. Premièrement, c'était où? Pour les fins de... Je comprends que c'est en France, mais expliquez-nous à ce moment-là, quelle est la situation En Côte d'Ivoire. en Côte d'Ivoire au moment où des négociations de cet accord? Mais la tension en Côte d'Ivoire était trop élevée. Parce que vous-même, voyez vous-même, on vous demande des gens qui ont pris des armes, qui ont attaqué, vous croyez qu'on a attaqué votre pays, qui ont voulu faire un coup d'État, qui ont échoué. Et les accords vous demandent là-bas de vous passer de votre Premier ministre, de faire nommer un Premier ministre que l'accord avait imposé, et de nommer des ministres qui étaient de la rébellion. Le président Gbagbo n'avait pas le choix, mais la population n'était pas d'accord, parce qu'il y a ça aussi, il faut comprendre. Il y a aussi la population qui n'accepte pas certaines injustices. C'est ça qui est le problème. Mais je crois qu'avec l'intervention du président lui-même, les gens ont commencé, à céder à certaines choses, mais sincèrement, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile parce que la population trouvait ça, c'était injuste. Parce que ce n'était pas de la bonne moralité que des gens prennent des armes et que ce n'était pas un bon exemple même pour l'Afrique. Des gens prennent des armes et on vient leur demander de rentrer dans un gouvernement parce qu'ils ont pris des armes. Ça veut dire que tout le monde peut prendre des armes en Afrique pour rentrer dans un gouvernement. C'est pourquoi on a trouvé que ce n'était pas de la bonne moralité, ce n'était pas un bon accord. Oui, monsieur le procureur, moi j'ai fini. Alors, vous dites que M. Gbagbo a signé cet accord. Vous dites qu'on n'avait pas le choix. Oui, C'est l'expression que vous avez mentionnée. Oui, pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Il acceptait beaucoup de choses. Il acceptait de se humilier pour sauver la Côte d'Ivoire. Et d'un autre côté, alors donc d'un côté, M. Gbagbo signe un accord, et de l'autre, la population ne l'accepte pas. On n'était pas d'accord, mais on a fait avec. Puisqu'on avait du respect pour le président, on était obligé d'accepter ses décisions parce qu'on pense qu'il le fait pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. On va revenir à cela. Oui, d'accord, monsieur le procureur. Maintenant, j'aimerais qu'on se déplace en avant à la campagne électorale, donc de 2010. Vous avez parlé de la majorité présidentielle, du RCHDP. Maintenant, comment étaient financées les activités de la... Première question, est-ce que vous avez participé à des activités de campagne? Quand je dis vous, je parle de la NACIP. Oui, monsieur le procureur, nous, on a contribué. La NACIP a contribué, moi-même j'ai contribué à la campagne pour élire notre président. Comment étaient financées vos activités? Moi, je n'ai jamais eu de financement venant de la direction de campagne. Jamais. Personne ne peut dire le contraire. J'ai financé moi-même mes tournées et le soutien au président Laurent Gbagbo, moi-même, par mes propres fonds. Y avait-il une direction nationale de campagne Oui, de la LMP? de la LMP. À votre connaissance, elle faisait quoi? Mais son rôle, c'est d'organiser tous les DNC, c'est-à-dire les directeurs nationaux de campagne
dans les différentes régions pour mobiliser la population pour voter le président Gbagbo. Et c'est la direction générale des campagnes qui finançait les différents DNC pour aller en campagne. Donc, les DNC régionales Oui. ou départementales. Départemental, régional, sous-préfecture, c'est la même chose. OK. On parle. Ensemble, c'est pas bon. Allez-y. C'est Je vous ça. suis. Je vous suis. Je m'excuse. Non, mais les deux, on est coupables. Oui, je prends habitude. Qui était le directeur national de campagne? Le directeur national de campagne était Dr Malik Issa, un ressortissant du nord de Korogo. À votre connaissance, M. Charles Bigoudet avait-il un rôle au sein de la DNC nationale? Oui, Quel était ce rôle? son rôle, il était chargé de la jeunesse. Il était directeur de campagne de la jeunesse. C'était son rôle. M. Konaté Navigué, à votre connaissance, avait-il un rôle au sein de la DNC nationale? Navigué était le président de la jeunesse du FPI. Donc, il avait son rôle au sein du FPI. Mais à votre connaissance, au sein même de la DNC, Je crois qu'il était dans le bureau de Blé Goudé. Je crois bien. Dans la campagne du bureau de Blé Goudé. Madame Geneviève Excuse me, Brault-Grébé. excuse me, please, Mr. Prosecutor. It's me. Le président, un instant, monsieur le procureur, un instant, c'est moi qui vous parle. Vous ne respectez pas ni l'un ni l'autre la règle des 5 secondes. Au moins, marquez une pause d'1 seconde au moins. La question commence alors que le témoin n'a même pas terminé sa réponse. Et vice-versa, je pense qu'il serait grand temps que vous marquiez une pause d'1 seconde au moins, puis posez vos questions après et attendez la réponse. Maître O'Shea, je souhaiterais aborder une autre question, si vous le permettez. En ce qui concerne l'approche de mon contradicteur, il cite des noms, puis il demande aux témoins de réagir à ces noms. Je vous demanderai de lui demander, de demander aux témoins, de nommer les témoins, qu'ils formulent qu'il pose ces questions aux témoins, parce que nous voulons savoir dans quelle mesure le témoin est en mesure de répondre à ces questions et d'apporter ces noms. Le président, vous avez raison, mais ça dépend aussi des noms des personnes en question. Mais oui, effectivement, vous avez raison. Monsieur le procureur, veuillez poursuivre. À votre connaissance, y avait-il des femmes membres de la direction nationale de campagne? Oui. Pourriez-vous nommer ces dames? Je ne me souviens pas des notions, il y avait beaucoup de dames. Comme Gervais, Madame Geneviève Grobet, il y avait plusieurs d'autres femmes. Vous savez, quand vous parlez de direction de campagne, mais la direction de campagne, c'est mix de plusieurs associations, de plusieurs personnes, que des femmes ou des hommes ou des jeunes. C'est ça qui fait la direction des campagnes. Parce que la campagne présidentielle, les gens vont sur le terrain pour rencontrer la population. Il y a la population des jeunes, il y a la population des femmes et la population des hommes. C'est ce qui fait la campagne, la direction générale des campagnes. Alors donc, vous confirmez... Écoutez, il y a une distinction entre participer à une campagne. Non, soyons encore plus spécifiques, je parle de l'exécutif, n'est-ce pas, de la direction nationale de campagne. Oui. Et vous avez fait référence, donc, malgré le fait que je l'avais suggéré, Madame Geneviève
Grébé, à votre connaissance, faisait-elle partie de l'exécutif de la direction nationale campagne? Monsieur le procureur, moi je n'ai pas la liste du bureau de campagne en face de moi. Et comme les membres des bureaux de campagne étaient tellement larges, je ne pourrais pas me souvenir si elle était au sein même des choses. Mais je sais qu'elle était la dame des femmes patriotes. Y avait-il, avec Mme Brault-Grébé, une autre dame connue au sein, comme leader au sein des femmes patriotes? Et, monsieur le procureur, je viens de vous le dire, ce sont des leaders, nous sommes plusieurs et nous sommes partagés, chacun avait des rôles bien déterminés. Mais pour que je me souvienne des noms de chacun, vous les donnez ici, c'est comme si je voudrais faire du faux, je ne peux pas me souvenir, mais je vous ai déjà dit, et je suis en train de le dire, qu'il y avait plusieurs personnalités, plusieurs leaders responsables de différentes associations. At this stage, Your Honor, I would call Monsieur MacDonald, à ce stade, Monsieur le Président, j'aimerais que l'on affiche le document CIV OTP 0025 0182. can be public. No, confidential. Document public. Non, non, pardon. C'est un document confidentiel. Il contient des numéros de téléphone et des adresses courriels. Donc confidentiel. Could we just have a moment? Maître Rocher, est-ce que vous pouvez nous accorder quelques instants afin que nous retrouvions le document en question?